Il y a un moment dans la vie où une simple décision peut changer à jamais le destin de deux personnes. Voici comment une rencontre fortuite dans les rues boueuses de Kampala a transformé une tragédie en miracle. La pluie battait fort dans les rues de Kampala. En Ouganda, telle une furie céleste, le ciel sombre déversait des torrents qui transformaient les chemins de terre en rivières de boue rouge. Au milieu du marché central, entre les vendeurs courant pour protéger leurs marchandises et les acheteurs abrités sous des tentes de fortune, une petite silhouette solitaire attirait l'attention. Amina Nakato, tout juste 10 ans, tenait un panier de mangue en équilibre sur sa tête mouillée. Ses pieds nus et blessés avançaient prudemment dans les flaques boueuses. L'eau ruisselait sur sa robe déchirée et elle frissonnait, non seulement de froid, mais de peur. Son esprit résonnait des paroles cruelles de sa tante, hurlées 2 heures plus tôt. « Si tu reviens sans avoir tout vendu, tu ne mangeras rien aujourd'hui. Et si je découvre que tu as gaspillé ne serait-ce qu'une seule mangue, tu dormiras dans la cour avec les cochons. » Il y a 6 mois, la vie d'Amina était complètement différente. Elle vivait chez ses parents, Joseph et Maria Nakato, dans une maison simple mais chaleureuse de la banlieue de Kampala. Joseph travaillait comme mécanicien dans un petit atelier et Maria vendait des légumes au marché local. Chaque matin, Amina se réveillait au parfum du café ougandais préparé par sa mère et au rire de son père qui racontait des anecdotes amusantes sur les voitures qu'il réparait. « Ma petite étoile », dit Joseph en embrassant le front d'Amina. « Un jour, tu étudieras à l'université et tu deviendras un médecin célèbre. » J'en suis sûre. Maria était toujours d'accord, arrangeant soigneusement l'uniforme scolaire de sa fille. « Les études sont la seule chose que personne ne peut enlever, ma fille. C'est pour ça que papa et moi travaillons si dur. » Amina adorait l'école. Elle était la meilleure élève de mathématiques de sa classe et rêvait de devenir enseignante. Elle avait une amie spéciale, Naki Sanze, avec qui elle partageait ses rêves les plus secrets pendant la récréation. Elle projetait d'étudier ensemble, de grandir ensemble, de changer le monde ensemble. Mais un mardi pluvieux de mars, tout a changé à jamais. La maison Nakato était vieille, avec un toit en métal que Joseph promettait toujours de réparer. La semaine prochaine. Cette nuit-là, une violente tempête s'abattit sur Kampala. Les vents hurlaient comme des démons et la pluie s'abattait sur le toit avec une force terrifiante. Amina dormait entre ses parents lorsqu'elle entendit un bruit étrange, un gémissement métallique comme si la maison pleurait. « Joseph » murmura Maria, inquiète. C'était le dernier mot qu'Amina entendit de la part de sa mère. Le toit s'est effondré en une fraction de seconde. De lourdes plaques de métal sont tombées directement sur le lit de ses parents. Par un cruel coup du sort, Amina était allongée au bord du lit et a roulé au sol au moment précis où il s'est effondré. À son réveil, quelques heures plus tard, elle était couverte de poussière et de débris, mais vivante. Ses parents n'ont pas eu cette chance. Les voisins la trouvèrent le lendemain matin, accrochée au corps sans vie de Joseph et de Marie, répétant encore et encore « Maman, souviens-toi. Papa, s'il te plaît. » Les funérailles furent simples. Amina, encore sous le choc, ne pleura pas. Elle ressemblait à une poupée brisée, le regard vide et les mains constamment à la recherche de quelque chose qu'elle ne trouvait pas. Les voisins chuchotaient entre eux sur ce qu'il fallait faire de la petite orpheline. C'est alors qu'il est apparu Nabirie, la sœur aînée de Maria. Mince, la cinquantaine au regard dur et impassible, elle vivait seule dans une maison encore plus petite que celle des Nakato, subvenant à ses besoins, en vendant de l'alcool artisanal et en effectuant des petits boulots de femme de ménage. « Je prendrai soin d'elle », dit Nabirie au voisin, mais son ton ne montrait aucun amour. C'est ma nièce, après tout. Au début, Amina croyait que les choses s'amélioreraient. Nabirie était de la famille, de son sang maternel. Mais elle découvrit rapidement que sa tante ne la voyait que comme un fardeau gênant. « Nous n'avons pas d'argent pour l'école », a déclaré Nabirie dans la première semaine. « Tu travailleras. Les enfants qui ne travaillent pas ne mangent pas. » Amina a plaidé. « Tante, s'il te plaît, maman et papa voulaient que j'étudie. Tes parents sont morts. » Nabirie a crié. « Les rêves ne remplissent pas l'estomac.
Tu vas vendre des fruits au marché et ramener tout l'argent à la maison. Et si je découvre que tu as caché ne serait-ce qu'un centime, tu seras battu à mort. » Ainsi commença l'enfer d'Amina. Chaque jour, avant le lever du soleil, Nabirié la réveillait en criant et parfois en la giflant. La jeune fille devait porter le lourd panier de mangues, d'oranges ou de bananes et marcher des kilomètres jusqu'au marché central. Elle y restait toute la journée, sous un soleil de plomb ou une pluie battante, à supplier les gens de lui acheter ses fruits. « S'il vous plaît, monsieur. »« Des fruits frais ?» répéta Amina, sa voix devenant de plus en plus faible. Lorsqu'elle rentrait chez elle sans avoir tout vendu, Nabirié la punissait cruellement. Parfois, je restais sans manger pendant 2 jours. D'autres fois, elle dormait dans la cour, recroquevillée comme un animal blessé. Sa tante justifiait tout cela. « C'est à toi d'apprendre. La vie est dure et tu dois t'endurcir toi aussi. » Amina manquait de tout. L'étreinte de ses parents, l'école, son ami Naki Sanze, ses livres, ses rêves. La nuit, elle pleurait doucement, se couvrant la bouche des mains pour que Nabirié ne l'entende pas. Elle parlait aux étoiles, se faisant passer pour ses parents. « Papa, maman, pourquoi m'as-tu quittée ?» J'ai essayé d'être forte, mais ça fait tellement mal. Les mois passèrent et Amina perdit du poids, perdit espoir et perdit la lumière dans ses yeux. Ses vêtements se déchirèrent davantage, ses pieds se meurtrirent davantage, son cœur se brisa davantage. Au marché, d'autres vendeurs essayèrent parfois de l'aider avec un morceau de pain ou quelques pièces, mais elle refusa toujours, craignant la colère de Nabirié. Un matin particulièrement difficile, Amina a rencontré sa vieille amie Naki Sanze dans la rue, portant son uniforme scolaire impeccable. « Amina, comment vas-tu » cria Naki Sanze en courant pour la serrer dans ses bras. Mais Amina recula, honteuse de ses vêtements sales et du panier sur sa tête. « Je vais bien. Pourquoi n'es-tu pas à l'école ? La maîtresse Rose demande toujours de tes nouvelles. » Les yeux d'Amina se remplirent de larmes. « Je ne peux plus le faire. Je dois travailler. » Naki Sanze essaya d'insister, mais Amina s'enfuit, portant son lourd fardeau. Ce fut le jour où elle pleura le plus fort depuis la mort de ses parents. Voir son amie poursuivre le rêve qui était autrefois le sien était aussi comme un coup de poignard en plein cœur. En cet après-midi pluvieux de septembre, Amina avait déjà vécu 6 mois de souffrance. Elle luttait quotidiennement, trempée et tremblante, se répétant comme un mantra désespéré « Encore une vente, encore une vente. Peut-être qu'aujourd'hui je pourrai rentrer chez moi sans me faire tabasser. » Pendant ce temps, à quelques mètres de là, le destin préparait une rencontre qui allait tout changer. Kwame Mensah. Il revenait d'une conférence régionale sur l'agroalimentaire à Kampala au volant de son pick-up Toyota Land Cruiser. À 45 ans, il était l'un des hommes d'affaires ghanéens les plus respectés de la région. Parti de rien, il vendait des cacahuètes dans la rue à Accra alors qu'il était adolescent. Aujourd'hui, son entreprise exporte du cacao et des noix de cajou vers l'Europe et les Amériques, générant des millions de dollars par an. Kwame portait un costume impeccable, parlait 3 langues et rencontrait ministres et ambassadeurs. Sa vie était une succession de vols internationaux, d'hôtels 5 étoiles et de contrats à plusieurs millions de dollars. Mais malgré son succès, il n'oubliait jamais ses origines. « La pauvreté n'est pas une honte », disait-il à ses employés. « La honte, c'est oublier qui vous a aidé alors que vous n'aviez rien. » À ce moment-là, cependant, Kwame ne pensait qu'aux chiffres. La réunion avait été productive. Son partenaire ougandais, Samuel Mubiru, avait décroché de nouveaux contrats qui lui rapporteraient au moins 2 millions de dollars l'année suivante. À l'arrière de la voiture se trouvaient ses coûteuses mallettes en cuir, son ordinateur portable dernier cri et des documents qui allaient lui rapporter des fortunes. Le conducteur, David, un Ougandais de confiance qui travaillait avec lui depuis 5 ans, conduisait prudemment dans les rues inondées. « Chef, dit David, cette pluie est très forte. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter quelque part en attendant qu'elle passe. »« Non, David, je dois être à l'aéroport dans 2 heures. Ma femme Abena m'attend à la maison et j'ai promis d'arriver aujourd'hui. » Kwame regardait par la fenêtre le chaos de la tempête quand quelque chose fit battre son cœur à tout rompre.
Au milieu de la foule qui courait pour s'abriter de la pluie, une silhouette restait immobile. Une fille seule, trempée jusqu'aux os, offrant des mangues avec un regard de pur désespoir. C'était comme si le temps s'était arrêté. Kwame vit quelque chose chez cet enfant qui le transporta instantanément dans sa propre David, enfance. arrête la voiture. L'un des Patron, bidonvilles les juste plus ici. pauvres d'Accra. Arrêtez la voiture maintenant. Il se remémora David lui-même obéit à 12 et se ans gara près du qu'il marché. vit affalé Kwame continuait pendant d'observer des Amina heures à travers la vitre embuée. pendant que les Elle autres tenait le panier à garçons de deux son mains, âge étaient luttant allés. visiblement contre son Souvent de poids. sa mère. Ses jambes Un maigres soir, tremblaient, qui travaillait non seulement de 16 heures froid, par jour mais comme aussi blanchisseuse d'épuisement. pour Et pouvoir ses yeux, manger au moins ses yeux une fois par arboraient jour. la même expression désespérée que Kwame avait vue dans le miroir, enfant. « Je descends juste une minute, » dit Kwame en ouvrant la porte. « Patron, vous allez être mouillé !» Mais Kwame était déjà sorti de la voiture, marchant vers la fille sous la forte pluie. Amina voit l'homme grand et bien habillé s'approcher. Normalement, elle aurait applaudi. Les riches achetaient parfois plus de fruits. Mais quelque chose dans son regard était différent. Ce n'était pas le regard pressé et indifférent des autres clients. C'était un regard de reconnaissance, d'inquiétude. « Fille », dit Kwame en anglais, en se penchant à la hauteur de ses yeux. « Pourquoi es-tu sous la pluie à cette heure-ci » Amina s'approcha timidement, espérant qu'il voulait acheter quelque chose. « Monsieur, achetez une mangue, s'il vous plaît. Elles sont très sucrées. » Kwame regarda le panier mouillé, les fruits qui n'étaient probablement plus propres à la vente, puis le visage maigre et humide de la fille. « Quel âge as-tu »« Est-ce Dix, monsieur ?»« Et où sont tes parents ?» Cette simple question fit immédiatement monter les larmes aux yeux d'Amina. Elle essaya de parler, mais ses mots sortirent d'une voix saccadée. « Ils sont morts, monsieur. Quand le toit de notre maison est tombé, sous la pluie, comme aujourd'hui. » Kwame sentit une oppression dans sa poitrine. « Et maintenant, avec qui vis-tu ?»« Avec ma tante Nabirié, mais elle ne me laisse pas aller à l'école. Elle dit que je dois travailler. Et si je ne vends pas tout ?» Mina s'arrêta, effrayée de continuer. « Si vous ne vendez pas tout, que se passe-t-il » Amina baissa les yeux, gênée. « Je ne mange pas. Parfois pendant 2 jours. Et elle me frappe. » Kwame serra les poings involontairement. La pluie continuait de tomber sur eux, mais il semblait ne plus s'en apercevoir. « Quel est ton nom ?»« C'est Amina, monsieur. »« Amina Nakato. »« Amina, es-tu déjà allée à l'école ?» Le visage de la fille s'illumina pour la première fois. « Oui, monsieur. J'adorais étudier. J'étais premier de ma classe en maths. Mon père disait que je serais médecin. Mais la lumière s'est rapidement éteinte. Mais c'était avant. Maintenant, je ne peux plus. » Kwame regarda autour de lui. Les gens s'agitaient, préoccupés uniquement par leurs propres problèmes. Personne ne prêta attention à une orpheline vendant des fruits sous la pluie. On aurait dit qu'elle était invisible. « Amina, écoute-moi bien. Tu ne devrais pas être ici, sous la pluie, à vendre des fruits. Tu devrais être à l'école, à étudier, à jouer, à être une enfant. Mais tante Nabirié dit que les rêves ne remplissent pas les estomacs, monsieur. Ta tante a tort. » La voix de Kwame était ferme et résolue. « Tu as le droit de rêver. Tu as le droit d'étudier. Tu as le droit d'être heureux. » Amina le regardait comme s'il était venu d'une autre planète. Cela faisait si longtemps que personne ne lui avait parlé de droit, de rêve, de bonheur. Kwame prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. Il se pencha, souleva le lourd panier de la tête d'Amina et dit « Aujourd'hui, tu ne marcheras plus comme ça. Viens avec moi. » Amina recula surprise. « Monsieur, je ne peux pas. Si ma tante l'apprend, elle me battra violemment. Elle dit que je ne peux pas parler aux étrangers. Laisse-moi m'occuper de ta tante. Je te protégerai. Je m'appelle Kwame Mensah et je te promets que plus personne ne te fera de mal. » « Mais monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous m'aider? Je ne suis personne. Je n'ai rien à donner. » Kwame sentit les larmes se mélanger à la pluie sur son visage. « Tu as quelque chose de très précieux, Amina. Tu as toute la vie devant toi, et chaque enfant mérite une chance d'être heureux. » Il lui tendit la main. Amina regarda cette grande main calleuse, puis le doux visage de Kwame, puis la corbeille de fruits abandonnée dans la boue. Pour la première fois depuis 6 mois, elle ressentit quelque chose qu'elle avait complètement oublié. L'espoir.
Lentement, il plaça sa petite main humide dans celle de Kwame. À l'intérieur du camion chauffé, Amina ressemblait à un oiseau blessé cherchant à se réchauffer. David avait allumé le chauffage et lui avait offert une serviette, mais elle tremblait encore. Kwame comprit que ce n'était pas seulement le froid, mais la peur accumulée après des mois de souffrance. « David, allons dans ce restaurant ougandais que nous connaissons. La fille a besoin de manger. »« Oui, patron. » Pendant le trajet, Kwame observait Amina dans le rétroviseur. Elle regardait par la fenêtre l'air incrédule. Ses petites mains serraient nerveusement la serviette. « Amina, si tu pouvais demander quelque chose dans ce monde, que souhaiterais-tu » Elle leva les yeux pour la première fois, rencontrant le regard de Kwame dans le miroir. « Je veux juste étudier, monsieur. Je veux juste retourner à l'école. Je veux être un professeur comme j'en ai toujours rêvé. Je veux être quelqu'un dans la vie. » Sa voix était si faible et pleine de douleurs réprimées que Kwame dut avaler difficilement pour s'empêcher de pleurer devant elle. « Et si je vous disais que c'est possible ?»« Vous vous moquez de moi, monsieur ? Je ne me moquerai jamais d'un si beau rêve, Amina. Jamais !» Au restaurant Mama Rodaz, dans un restaurant simple mais propre, servant une cuisine ougandaise authentique, Kwame commanda un repas complet. Riz, poulet au curry, matok, plantain bouilli et jus de mangue frais. À l'arrivée du plat, Amina resta bouche bébé comme indécise. « Tu peux manger, mon enfant. C'est tout à toi. Tout ça pour moi. Tous. » Amina commença à manger lentement, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse. Puis elle accéléra le pas, visiblement affamée. Kwame calcula mentalement. Elle n'avait probablement pas mangé de repas convenable depuis des semaines. Pendant qu'elle mangeait, Kwame téléphonait. D'abord à sa femme Abena, expliquant qu'il arriverait en retard en raison d'une situation urgente. Puis à son avocat à Accra, Dr Kofi Asante. « Kofi, j'ai besoin de connaître les lois sur l'adoption internationale. Un enfant ougandais orphelin en situation de maltraitance. Est-ce compliqué? » C'est très compliqué, Kwame, mais pas impossible. Veux-tu vraiment assumer cette responsabilité? Kwame regarda Amina, qui souriait maintenant légèrement en sirotant son jus. Oui, je le fais. Il a ensuite appelé son assistant personnel au Ghana. Sarah, annule mon vol. Je reste à Kampala quelques jours. Et réserve-moi une chambre à l'hôtel Serena. En fait, réserve-moi 2 chambres. L'une d'elles pour une fille. Quand Amina eut fini de manger, Kwame s'assit à côté d'elle à table. Amina, je veux que tu me racontes tout sur ta tante. Comment elle te traite, où tu vis, tout. Monsieur, si je vous le dis, me ramènerez-vous vers elle? Jamais. Je te promets que tu ne retourneras plus jamais dans cette maison, si tu ne le souhaites pas. Puis Amina raconta tout. Elle parla des 6 mois d'enfer, des coups, du fait de dormir dans la cour, de la faim, des insultes et des humiliations quotidiennes de Nabiriye. Elle parla de ses parents décédés, de l'école qu'elle aimait tant, de son ami Nakisans, qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps. Kwame écoutait chaque mot avec le cœur lourd. À chaque révélation, sa détermination à protéger cette fille se renforçait. « Amina, tu me fais confiance. »« Oui, monsieur Kwame. Alors allons chez toi. Je veux parler à ta tante. »« Monsieur, s'il vous plaît. Elle va être très en colère. Laisse-la m'en vouloir. Pas à toi. Plus jamais à toi. » Lorsqu'elle vit Amina sortir d'une voiture de luxe accompagnée d'un homme bien habillé, sa fureur explosa. « Amina, où étais-tu? Et où sont les fruits que tu as cueillis aujourd'hui? Qui est cet homme? » Kwame s'approcha calmement. « Je m'appelle Kwame Mensah. Je suis un homme d'affaires ghanéen. J'ai trouvé votre nièce en train de vendre des fruits sous la pluie, complètement trempée et affamée. Et alors? Elle doit travailler. On n'a pas les moyens de la soutenir gratuitement. » Nabir y attrapa fermement le bras d'Amina. « Rentre à la maison maintenant. Tu verras ce qui arrive quand tu désobéis. Enlève tes mains d'elle. » La voix de Kwame était basse mais ferme. « Qu'est-ce que vous avez dit? Je t'ai dit de lâcher le gamin. Maintenant. » Quelque chose dans le ton de Kwame poussa Nabiriye à lâcher Amina. Mais elle continua, furieuse. « Pour qui te prends-tu pour donner des ordres chez moi? Cette fille est sous ma responsabilité. C'est moi qui la nourris, l'habille et lui offre un toit. Est-ce que tu la nourris? » Kwame regarda Amina qui était visiblement effrayée. «
Quand a-t-elle eu un bon repas pour la dernière fois? Ça ne te regarde pas. Si elle a faim, c'est qu'elle ne travaille pas correctement. Une enfant paresseuse ne mérite pas de manger. Elle a 10 ans. Et alors? J'ai commencé à travailler à 8 ans. La vie est dure, il faut apprendre. Kwame prit une profonde inspiration, contrôlant sa colère. Madame Nabiriye, je suis venue ici pour proposer un marché. Je veux emmener Amina avec moi au Ghana. Elle étudiera et mènera une vie digne. Ok, je comprends. Nabiriye eut un rire amer. Tu fais partie de ces hommes riches qui aiment les petites filles. Tu crois pouvoir acheter ma nièce? L'accusation a été comme une gifle pour Kwame. Vous vous trompez lourdement. Je suis mariée, j'ai une femme que j'aime. Je veux simplement donner à cet enfant la chance d'être heureux. Des mensonges. Personne n'aide personne gratuitement dans ce monde. Tu as tort. Et même si je voulais acheter, Amina, combien coûterait un enfant que tu traites comme un esclave, que tu bats, que tu laisses mourir de faim, que tu refuses d'éduquer? La dispute attirait les voisins. Une petite foule s'était rassemblée autour de la maison, chuchotant et pointant du doigt. Maman Jolie, un voisin âgé et respecté, s'est approché. Nabiriye, cet homme a raison. Tout le monde ici sait comment tu traites la pauvre Amina. Cette fille n'a plus que la peau sur les os. Personne ne t'a demandé ton avis, Jolie. Mais je vais quand même lui donner. Cet enfant mérite mieux. D'autres voisins ont commencé à être d'accord. Le mariage de Simon, un homme qui travaillait comme charpentier, parla à voix haute. C'est vrai, on voit la fille passer par ici tous les jours, portant ce lourd panier, gémissant de douleur. Ce n'est pas une vie pour un enfant. Et hier, elle toussait beaucoup, a ajouté maman Grace. Toute mouillée avec de la fièvre, et tu l'as envoyée comme ça vendre des fruits. Nabiriye se sentait acculée. Tu n'y connais rien. C'est facile de critiquer quand on n'a pas à soutenir quelqu'un d'autre. Kwame a vu son opportunité. Madame Nabiriye, je suis homme d'affaires, et si on concluait un accord équitable, je vous rembourserai tous les frais engagés avec Amina jusqu'à présent, plus une indemnisation pour votre perte. En échange, vous signerez un document m'accordant la garde temporaire de la jeune fille. Les yeux de Nabiriye brillaient d'avidité. Combien? 500 $ américains. C'était plus d'argent que ce que Nabiriye avait vu en un an. Elle essaya de cacher son intérêt. Et si je ne veux pas? Alors je vais signaler les abus à la police. J'ai des photos de la fille, des témoins. Kwame a pointé du doigt les voisins, et d'après ce que je vois, beaucoup de gens ici seront prêts à confirmer ce que je dis. Nabiriye regarda autour d'elle et constata qu'elle était en train de perdre. Ses voisins la regardaient avec une désapprobation manifeste. Elle n'avait jamais été appréciée dans la communauté. Mais jusque-là, les gens s'étaient limités au ragot. Maintenant, avec l'arrivée d'un homme riche et influent, la situation avait complètement changé. 600 $, a essayé de négocier. 500. C'est ma dernière offre. Nabiriye jeta un coup d'œil à Amina, cachée derrière Kwame. L'espace d'un instant, une lueur qui aurait pu être interprétée comme du remords traversa son regard. Mais cela ne dura qu'une seconde. D'accord, mais je veux l'argent aujourd'hui. Et elle ne prend que les vêtements qu'elle porte. Accepté. Kwame sortit son téléphone portable et appela David. David, va à la banque et retire 600 $ américains. Le Seigneur a dit 500, protesta Nabiriye. Les 100 $ supplémentaires te serviront à t'acheter une nouvelle conscience. La tienne est clairement brisée. Alors qu'ils attendaient que David revienne avec l'argent, Kwame se pencha et parla doucement à Amina. Y a-t-il quelque chose qui t'appartient, que tu aimerais prendre, quelque chose qui appartient à tes parents? Les yeux d'Amina se remplirent de larmes. Il y avait une photo d'eux, mais ma tante Nabiriye l'a brûlée. Elle a dit que j'avais trop pleuré en la regardant. Kwame serra à nouveau les poings. Autre chose? Des vêtements, des jouets. Je n'ai plus rien, monsieur Kwame. Ma tante a vendu tout ce qui appartenait à mes parents. Lorsque David revint avec l'argent, Kwame compta les billets devant tout le monde. Nabiriye signa rapidement un document improvisé par Kwame, déclarant qu'elle lui transférait temporairement la garde d'Amina. Prêt, dit Kwame en lui remettant l'argent. Amina est désormais sous ma protection. Si vous essayez de la contacter ou de la déranger de quelque façon que ce soit, je devrais intenter une action en justice. Nabiriye prit les notes et entra dans la maison sans un mot.
Il ne dit même pas au revoir à Amina. Les voisins sont venus dire au revoir à la fillette. Maman Jolie l'a serré fort dans ses bras. « Va avec Dieu, mon enfant. Tu mérites d'être heureux. Et étudier dur, » dit Boda Simone. « Et quand tu seras grand, reviens nous rendre visite. » Amina pleurait, mais pour la première fois depuis des mois, c'était des larmes de soulagement, pas de douleur. À l'hôtel Serena, Kwame a offert à Amina de nouveaux vêtements. Elle a pris son premier bain chaud avec des savons parfumés aux fleurs. Lorsqu'elle est sortie de la salle de bain, vêtue de ses nouveaux vêtements, une simple mais jolie robe bleue, elle avait l'air d'une enfant complètement différente. « Comment te sens-tu, Amina ?»« Je ne sais pas, monsieur Kwame, » répondit-elle en touchant le tissu doux de la robe. « J'ai l'impression de rêver. J'ai peur de me réveiller et de découvrir que rien de tout cela n'est réel. » Kwame était assis dans le fauteuil à côté du lit où se trouvait Amina. « Oui, c'est vrai. Et maintenant, nous allons régler définitivement votre situation. Demain, nous nous rendrons auprès des autorités compétentes pour tout légaliser. » « Monsieur Kwame, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Je ne comprends vraiment pas. » Kwame prit une grande inspiration. C'était une question qu'il se posait. « Tu étais pauvre aussi, tu sais, Amina. Très pauvre. Quand j'avais à peu près ton âge, on ne peut l'imaginer. J'ai moi aussi traversé des moments très difficiles. Je vivais dans un bidonville d'Accra et la pluie. Et je passais souvent des journées entières, mais cela sans manger. Impossible. Ma mère travaillait tellement que je la voyais à sortir de cette vie. Et j'ai eu de la chance. Un jour, un professeur nommé Monsieur Osei m'a vu vendre des cacahuètes près de son école. Au lieu de me renvoyer, il m'a demandé si je savais lire. Comme je refusais, il m'a proposé des cours gratuits en échange d'une petite aide à l'école. Les yeux d'Amina brillaient. Et ça a marché. Ça a marché. Monsieur Osei m'a donné la chance dont j'avais besoin. J'ai travaillé dur, obtenu une bourse, je suis allée à l'université et aujourd'hui, je peux aider les autres. Quand je t'ai vu sous la pluie, je me suis rappelé moi-même. Et je me suis dit, si Monsieur Osei ne s'était pas arrêté pour m'aider, où serais-je aujourd'hui? Alors, tu fais pour moi ce que ce professeur a fait pour toi. Exactement. Et tu sais quoi? Monsieur Osei m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Kwame, quand tu seras grand et capable, trouve un enfant qui a besoin d'aide et donne-lui la même chance que moi. Il m'a fallu 45 ans pour trouver cet enfant, Amina. Cet enfant, c'est toi. Amina se leva du lit et pour la première fois, serra Kwame dans ses bras spontanément. Merci, monsieur Kwame. Merci de ne pas être passé devant moi quand vous m'avez vu. Kwame lui rendit son étreinte, ressentant une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était comme s'il embrassait son propre passé, guérissant ses propres blessures, en guérissant celles de cette fille. Le lendemain matin, Kwame mena Amina au ministère du Genre, du Travail et du Développement social d'Ouganda. Là, ils ont trouvé Madame Christine Nalongo, une assistante sociale expérimentée qui avait vu de nombreux cas comme celui d'Amina. « Sœur Mensa », a déclaré Madame Nalongo après avoir entendu toute l'histoire, « Votre proposition est très généreuse, mais les procédures juridiques pour l'adoption internationale sont complexes. Cela peut prendre des mois, voire des années. Je comprends parfaitement. Mais que se passerait-il si je m'installais temporairement ici en Ouganda? Je pourrais louer une maison, engager des tuteurs et m'assurer qu'Amina étudie en attendant la procédure judiciaire. » Madame Nalongo regarda Amina, qui était assise tranquillement à côté de Kwame. « Amina, ma chère, comprends-tu ce qui se passe? Cet homme veut prendre soin de toi, t'offrir une éducation, mais cela implique de vivre loin de tout ce que tu connais. »« Madame, » répondit Amina avec une maturité impressionnante pour son âge, « je n'ai plus rien ici que je sache vraiment. Mes parents sont morts, ma tante ne voulait plus de moi. Monsieur Kwame est la première personne depuis des mois à me traiter comme si j'étais quelqu'un d'important. Et tu veux aller avec lui? Plus que tout au monde, je veux reprendre mes études, madame. Je veux avoir une chance d'être heureux. » Madame Nalongo soupira. « Eh bien, voici ce que nous allons faire. Je vais déposer une demande de garde provisoire. Monsieur Mensa, vous aurez besoin d'un dossier complet. Certificat d'aptitude, justificatif de revenus, examens médicaux et visite de suivi mensuelle. » Pas de problème, je m'occupe de tout. Amina aura besoin d'un suivi psychologique. Elle a subi un grave traumatisme.
Kwame accepta tout. Dans les semaines qui suivirent, il annula tous ses engagements au Ghana et se consacra entièrement à l'organisation de la nouvelle vie d'Amina. Il a d'abord loué une maison confortable mais pas ostentatoire dans le quartier. Kololo, un quartier sûr et calme de Kampala. Loué Sarah Kigundu, une gentille dame ougandaise qui avait travaillé comme femme de ménage et cuisinière pour des familles respectables, pour s'occuper de la maison et tenir compagnie à Amina lorsqu'il avait besoin de voyager. Puis, il a trouvé l'école primaire internationale de Kampala, une institution qui suivait le programme britannique et jouissait d'une excellente réputation. Le directeur, Mme Patricia Mbabazi, une femme noire, ougandaise d'âge moyen, a été touchée par l'histoire d'Amina. Sœur Mensa a déclaré Mme Mbabazi: « Nous allons faire passer des tests pour évaluer le niveau scolaire d'Amina. Après si longtemps sans école, elle aura peut-être besoin de soutien scolaire. » Mais Amina a surpris tout le monde. Malgré des mois d'absence de l'école, elle se souvenait de presque tout. Sa soif de connaissance était telle qu'elle absorbait l'information à une vitesse étonnante. « Cette fille est exceptionnelle », a commenté Mme Mbabazi à Kwame. Avec un soutien adéquat, elle peut aller loin. Très loin. Kwame a également embauché le docteur Grace Nankia, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes, pour aider Amina à traiter tout ce qu'elle avait vécu. Les premières séances ont été difficiles. Amina souffrait de cauchemars fréquents, se réveillait en hurlant au milieu de la nuit et souffrait parfois de crises de panique sans raison apparente. Mais petit à petit, avec patience et attention, le docteur Grace l'a aidée à retrouver estime et confiance en elle. Amen, a déclaré le docteur Grace lors d'une des séances. Tu sais que rien de ce qui t'est arrivé n'était de ta faute, n'est-ce pas? Et si j'étais une meilleure fille, peut-être que tante Nabirié m'aimerait davantage. Non, ma chère, les adultes qui font du mal aux enfants ont leurs propres problèmes. Ça n'a rien à voir avec la bonté ou la méchanceté de l'enfant. Puis, lentement, Amina a commencé à croire qu'elle méritait d'être aimée et soignée. Pendant ce temps, Kwame était confronté à ses propres combats. Sa femme Abena a été initialement choquée par la décision de son mari. Au cours d'un appel vidéo tendu, elle s'est confiée: « Kwame, tu ne peux pas décider d'adopter un enfant sans m'en parler. Nous avons nos propres vies, nos propres projets. Abena, mon amour, je comprends ton inquiétude, mais quand tu rencontreras Amina, tu comprendras. Cette fille a besoin de nous. Et si ça ne marche pas? Et si elle a de graves problèmes psychologiques? Et si on n'y arrive pas? Alors, on affrontera ça ensemble, comme on l'a toujours fait. Mon amour, tu te souviens quand on s'est rencontrés? Tu avais des difficultés financières à l'université et je t'ai aidé. Ce n'était pas par pitié, c'était parce que je voyais quelque chose de spécial en toi. C'est pareil pour Amina. » Abena resta silencieuse un long moment. Elle et Kwame essayaient d'avoir des enfants depuis 10 ans, sans succès. Peut-être était-ce la manière dont Dieu leur donnait la famille qu'ils désiraient tant. « J'ai besoin de la rencontrer, dit-il finalement. Je vais en Ouganda la semaine prochaine. » Quand Abena est arrivée à Kampala, Amina était visiblement nerveuse. « Et si elle ne m'aime pas, monsieur Kwame? Et si elle pense que je ne suis pas assez bien? » Impossible, Amina. Abena a un cœur encore plus grand que le mien. Elle t'aimera autant que moi. La première rencontre d'Abena et d'Amina a eu lieu dans le salon de leur maison de Kololo. Amina portait son uniforme scolaire, une jupe bleu marine, un chemisier blanc et des chaussures noires impeccables. Ses cheveux étaient décoiffés en tresses soignées, gracieuseté de Sarah. « Amen, dit Kwame. Voici ma femme, Abena. Abena, voici Amina. » Abena se pencha au niveau de la fille. « Salut Amina, Kwame m'a beaucoup parlé de toi. Il dit que tu es très intelligente. »« Bonjour Madame Abena, » répondit timidement Amina. « Merci d'avoir permis à votre mari de m'aider. » La réponse simple et polie toucha immédiatement le cœur d'Abena. « Puis-je te faire un câlin, chérie ?» Amina hocha la tête et quand Abena la serra dans ses bras, elle sentit la fragilité de ce petit corps qui avait traversé tant de souffrances. Les jours suivants, Abena suivit la routine d'Amina.
Elle la vit se consacrer à ses études avec une passion presque désespérée, comme si elle craignait que cette opportunité ne lui soit retirée à tout moment. Elle vit comment elle traitait Sarah avec affection et respect, proposant toujours de l'aider aux tâches ménagères. Elle vit ses yeux s'illuminer lorsqu'elle lui parlait de son rêve de devenir enseignante. Mais le tournant est survenu une nuit où Amina a fait un cauchemar particulièrement intense. Elle s'est réveillée en hurlant, appelant ses parents morts. Kwame se rendait à une réunion éclair à Entebbe, et c'est Abena qui s'est précipitée dans la chambre de la jeune fille. « Amina, réveille-toi, ma chérie. » « Ce n'est qu'un rêve. » Amina s'est réveillée en panique, en sueur et tremblante. « Madame Abena, je suis désolée. Je ne voulais réveiller personne. » « Pas besoin de t'excuser pour tes cauchemars, ma chérie. Viens ici. » Abena s'assit sur le lit et tira Amina sur ses genoux, la berçant doucement comme elle le ferait avec un bébé. « Chut, c'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Et j'ai rêvé que tante Nabirieh venait me chercher et que tu me rendais à elle.